En 2005 se met en place la plus grande zone de libre-échange au monde. Alors sera-t-elle concurrente de l'Union européenne ou rivale future de la Chine? En tout cas, ce projet, qui a été lancé dans les années 90 par les États-Unis, suscite plus d'opposition que d'adhésion. Ce projet, on le voit sur la carte, va de l'Alaska à la Terre de Feu. Il se nomme Zone de libre-échange des Amériques et concerne l'ensemble du continent américain. 870 millions d'habitants dans une zone produisant 40% du revenu brut mondial. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Avec le retour de la démocratie en Amérique latine dans les années 80, puis du dynamisme économique dans les années 90, plusieurs tentatives d'intégration régionale ont été développées. On peut les rappeler si on regarde du sud au nord. Le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine créent en 1991 le Mercosur, le marché commun du Sud. Son objectif, c'est la mise sur pied d'une union douanière entre les pays fondateurs. En 1996, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie et le Venezuela transforment le pacte andin en Communauté andine des nations, CAN en abrégé, pour s'engager dans une intégration plus poussée. En Amérique centrale, qui avait été appauvrie par les guerres civiles des années 1980, le retour à la paix réactive le MCCA, le marché commun centra-américain, avec la signature en 1993 d'un nouvel accord de libre-échange. Dans les îles Caraïbes, maintenant, le marché commun de la Caraïbe, le CARICOM, a adopté en 1991 un tarif extérieur commun. Et puis au nord, on se souvient de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, signé le 1er janvier 1994 entre États-Unis, Canada et Mexique. Il concerne les biens, les services et les investissements. En fait, l'ALENA pour les États-Unis n'était qu'une étape, puisque en 1998 commencent les négociations devant ouvrir une zone de libre-échange pour tous les États américains, à l'exception de Cuba, toujours sous embargo américain, car toujours sous le régime de la dictature castriste. Les négociations devraient être finalisées en 2005 et concernent notamment l'accès au marché, les investissements, l'agriculture, les subventions et la politique de concurrence. Or, on s'aperçoit que la création de cette zone de libre-échange des Amériques, je l'appellerai ZLEA, ne fait pas l'unanimité, ni à l'intérieur du continent, ni à l'extérieur. Alors entrons un peu dans le détail avec au moins 3 grandes interrogations. D'abord, cette zone est très déséquilibrée. Songez que le Brésil, qui est le poids lourd du continent sud-américain, fait 7% du PIB de la zone, et les États-Unis à eux seuls 75% du PIB de la zone. Ensuite, la zone associe des pays très riches au nord à des pays en développement au sud, où vivent 80 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. L'expérience récente de l'ALENA a montré que ce type d'accord pouvait largement dynamiser les échanges entre les partenaires, mais pour le partenaire le plus pauvre des trois, c'est-à-dire le Mexique, en fait, l'accord s'est payé d'un coût social et économique important. Deuxième interrogation, le dossier agricole. C'est un secteur évidemment vital pour les pays d'Amérique latine qui cherchent à avoir un large accès au marché nord-américain. Or, les États-Unis, dans un Farm Bill de mai 2002, ont augmenté les crédits à l'exportation pour leurs agriculteurs et envisagent d'appliquer leurs règles sanitaires aux produits agricoles sud-américains, ce qui les disqualifierait et protégerait le marché des États-Unis. Alors évidemment, une telle hypothèse réduit les avantages de la nouvelle zone de libre-échange pour les pays du Sud. Troisième interrogation, peut-on intégrer des pays dont la stabilité politique n'est pas garantie? Comme par exemple en Haïti, où la crise politique a provoqué le départ du président Aristide début 2004, au Venezuela, gros producteur de pétrole, mais qui est plus instable depuis l'élection de Hugo Chavez, ou bien en Colombie, dont l'instabilité est entretenue par le trafic de drogue ou les milices ou la guérilla des FARC, ou encore en Bolivie et Équateur, où les gouvernants ont été renversés sous la pression des populations d'origine indienne, je vous en ai déjà parlé. Ce qui fait qu'en résumé, on a d'un côté des pays favorables à la ZLEA parce qu'ils sont très liés économiquement aux États-Unis, c'est le cas du Mexique, du Canada, membre de l'ALENA, ou bien du Chili, qui a signé en 2003 un accord de libre-échange avec Washington.
Favorables aussi à la zone les États d'Amérique centrale, ou l'Équateur qui a adopté le dollar comme monnaie interne, ou bien les pays des Caraïbes qui attendent de cette zone de libre-échange un accès facilité au marché américain. Mais de l'autre côté, on trouve des pays nettement moins favorables à la zone. Ce sont les pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Ils sont moins dépendants économiquement des États-Unis. Leurs exportations vers le marché nord-américain sont sous la barre des 20% de leurs exportations totales. Et ils considèrent la nouvelle zone de libre-échange peut-être comme une opportunité de croissance, mais avant tout comme une menace, puisqu'elle pourrait conduire à la disparition du Mercosur. Or, pour ces pays fondateurs, le Mercosur n'est pas seulement une zone de libre-échange. C'est un projet qui vise à l'apaisement des tensions dans la région par la mise en place de la libre circulation des biens et des personnes. Alors, quelles sont les réponses à ces divers désaccords? Pour les pays du Mercosur, il faut, d'une part, intégrer davantage les blocs régionaux d'Amérique du Sud. Ce sera la mission de la Communauté sud-américaine des nations, lancée début décembre 2004. D'autre part, il faut se rapprocher de l'Union européenne, avec la mise en place d'un accord de libre-échange avec Bruxelles. Le Mexique, de son côté, joue une carte multiple de carrefour entre nord et sud du continent, de membres de l'ALENA et future porte d'entrée vers l'Europe, puisque Mexico a déjà signé un accord de libre-échange avec Bruxelles qui entrera en vigueur en 2007. Et quant aux États-Unis, maintenant, ils se battent sur 3 fronts. Poursuite des négociations sur la ZLEA, signature d'accords régionaux, comme avec les pays des Caraïbes, ou bien des accords bilatéraux, comme avec le Chili. Voilà donc en résumé quelle est la situation politico-commerciale et comment chacun défend ses intérêts à terme. Pourtant, il y a un acteur extérieur qui pourrait bien réconcilier tout le monde et pousser tous ces États à s'entendre et à rejoindre la zone de libre-échange des Amériques, c'est la Chine. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont augmenté ces dernières années 3 fois plus vite que celles de l'Amérique latine. La Chine est devenue en 2002 le 2e partenaire commercial des États-Unis, en détrônant le Mexique. Depuis, 300 entreprises ont quitté le Mexique pour se relocaliser en Chine, provoquant ainsi la perte de 200 000 emplois dans les maquiladoras. C'est dans le secteur textile que les choses sont les plus marquées. Entre 2002 et 2003, les importations de produits textiles venant de Chine sont passées de 16% à 42%, au détriment du Mexique ou du Guatemala. Et le secteur textile américain lui-même a perdu 250 000 emplois depuis 1997. Alors ce qui ressort des négociations, c'est que pour concilier les positions divergentes, on peut assister à la mise en place en 2005 d'une zone de libre-échange des Amériques un peu à la carte. Le Brésil fait jouer la carte du Mercosur pour faire entendre ses propres exigences. Les adversaires de la zone considèrent qu'il s'agit en fait d'un projet des États-Unis qui veulent consolider leur domination sur l'Amérique latine par l'élargissement de leurs frontières économiques. Et pour les États-Unis eux-mêmes, ce projet, de fait, répond à la période post-guerre froide, où ils se retrouvent seule grande puissance économique et politique et cherchent à s'opposer à la concurrence européenne en Amérique latine. Or, cette zone de libre-échange n'est en rien analogue à l'intégration européenne. Elle ne concerne que la circulation des biens. Il n'y a pas d'institution supranationale, pas d'ouverture du marché du travail, pas de libre circulation des personnes. Et bien au contraire, puisqu'on assiste plutôt à la fermeture des frontières américaines pour des raisons sécuritaires.